Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale, hein? Est-ce que Bitcoin a un rôle à jouer dans cette troisième guerre mondiale? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, hein. On va faire un plan d'abord. On va faire un peu de géostratégie aujourd'hui et de macroéconomie. Et on va voir comment Bitcoin se place dans tout ça. Tu vois, c'est très intéressant de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et comment tout ça s'imbrique. Ça permet d'avoir les idées un peu plus claires sur ce qui est en train de se passer. Générique. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, hein, où on va parler de Bitcoin, on va parler de géostratégie et on va parler aussi de macroéconomie parce que tout ça c'est imbriqué et ça fonctionne ensemble bien évidemment. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2018-2019. Hein. J'essaie de trouver des coins intéressants à miner. Hein. Tu sais, on dit souvent le minage est mort. C'est totalement faux. Hein. Le minage est en pleine forme. Après, voilà, il y a des périodes de creux. Comme dans toute chose, hein, c'est normal. Mais le minage se porte très bien. Et aujourd'hui, il y a toujours des tas de coins à miner. Et il y a des tas de projets intéressants qui sont en train d'arriver. Voilà. Et tout ça, évidemment, je vous partage toutes mes recherches sur mon Patreon et dans mon Discord. Aussi, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer. Hein, tu as vu que le baril de Brent, hein, il est passé quand même quasiment jusqu'à 115 $. Hein. Il a quand même fait un joli petit pic. Hein. Donc bon, il va falloir qu'on relativise un petit peu tout ça. Et puis, je vais essayer de t'expliquer un peu une vision. C'est pas forcément ma vision, mais je vais essayer de t'expliquer une vision qui me paraît assez juste de la situation actuelle et qui va permettre de mettre en perspective un petit peu la situation géopolitique, hein, parce que tu sais que on dit souvent que c'est l'économie qui contrôle le monde, etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un chaos qui n'est pas du tout contrôlé, je pense, hein, et que malheureusement, voilà, il se passe des choses. Et tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Alors, je te propose de faire un peu de géopolitique, hein, d'abord, de géostratégie, géopolitique, appelle ça comme tu veux. Hein. Juste comme ça, pour info, je voulais te montrer ça. Ça, c'est la saisonnalité du crude oil, hein, du Brent, hein, du baril de Brent. Et remarque, en 2022, ce qui s'est passé, hein, on a eu, comme on a aujourd'hui en 2026, un pic. Hein, donc, on pourrait en déduire qu'il y a quand même une certaine saisonnalité au niveau du prix du baril. Évidemment, tout ça, c'est uniquement si on regarde les graphiques, parce que c'est vrai que si on regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient, hein, j'imagine que tu es au courant de la situation, donc je ne vais pas te décrire ce qui est en train de se passer, mais voilà, c'est évidemment lié. Hein, et aujourd'hui, pour le coup, tu vois, on a l'essence qui va commencer à coûter cher à la pompe. Hein. J'espère que tu peux avoir une voiture électrique ou au moins une hybride ou quelque chose, hein, parce que ça pourrait, la situation est assez explosive, hein, ça pourrait devenir assez compliqué. Alors, commençons tout de suite. Hein. Je vais te dresser d'abord une sorte de chronologie, hein, pour que tu puisses comprendre un petit peu comment les événements se mettent en place. Hein. Donc, on va d'abord faire une petite chronologie des événements. D'abord, hein, il y a un contexte historique chinois. Au 19e siècle, hein, les Chinois, après ce qu'on a appelé les guerres de l'opium, ils jurent, si tu veux, de ne plus rester enfermés dans le royaume du milieu, les terres du milieu, hein, pour ceux qui connaissent le truc. Hein. Voilà, ils choisissent plutôt de faire une projection économique, hein, avec des contrats, des investissements. Mais, et donc on en voit le résultat aujourd'hui, hein, c'est devenu la seconde, voire même la première puissance économique mondiale. Mais les Chinois ont fait une énorme erreur, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas projeté la force, hein, ils n'ont pas projeté la force militaire. Ils ont pensé probablement, et ça a été une graveur de leur part, je pense, que la puissance économique suffirait à dominer le monde. Or, on voit visiblement que ce n'est pas le cas. En 2014, hein, on a eu l'ouverture d'un premier front en Ukraine. Hein, c'est le coup d'État de Maïdan, avec le bombardement des minorités russes dans le Donbass, hein, et donc l'entrée... s'en est suivi évidemment l'entrée en guerre de la Russie. Hein. Alors on peut s'imaginer que cette chose, alors je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, hein, mais on pourrait s'imaginer que cette chose a été faite à dessein pour
fixer la Russie dans cette zone géographique et la retirer de toute la partie Moyen-Orient. La conséquence immédiate, évidemment, c'est que les Américains ont pour le coup la main libre, ont eu pour le coup la main libre en Syrie, hein, puis à Gaza et maintenant en Iran, hein, puisque de toute façon, les Russes sont occupés ailleurs, hein, et la Chine, pour l'instant, ne bouge pas trop. Néanmoins, en parlant de la Chine, hein, en 2017, hein, je n'étais pas sans savoir que il y a eu un gros problème avec Huawei, hein, qui vendait plus de téléphones que Apple, hein, et on a eu l'arrestation au Canada, hein, de la directrice de Huawei, qui s'appelait, je vais te lire le nom, Meng Wanzhou, hein, parce que moi, je parle pas le chinois et les noms chinois, ça reste difficile pour moi, occidental, à prononcer, hein, même à se rappeler d'ailleurs. Hein. Et donc, cette arrestation a eu lieu sous prétexte de sanctions contre l'Iran. Hein. Ça a détruit complètement l'entreprise Huawei. Hein. Désormais, elle est interdite partout dans le monde. Hein. Et aujourd'hui, le fleuron chinois qui était Huawei, hein, on voit des vidéos parfois de ce qu'ils arrivent à produire encore, hein, mais nous, on n'a plus le droit d'y toucher. Hein. C'est devenu interdit. Hein. On avait déjà vu ça avec d'autres entreprises avant chinoises, Zixel, etc. En particulier ceux qui sont dans la tech connaissent. Hein. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a vu quelque chose de cette ampleur au niveau de Huawei, hein, au niveau de la Chine en particulier. En 2018 et en 2020, on a eu aussi la reprise, hein, de position chinoise, hein, parce que tu sais, il y avait le canal de Panama, hein, qui était investi par la Chine, hein, qui a été repris pour le coup par les forces américaines. Hein, ça a été une décision de la Cour suprême panaméenne, soi-disant. Hein, voilà. Et donc, on a eu aussi la chute du Venezuela, hein, qui était un des principaux fournisseurs de pétrole à la Chine. Donc, tu as compris que pour l'instant, tous les éléments sont en train de se mettre en place, mais la cible, hein, évidemment, de tout ça, c'est fixer la Russie dans un endroit pour qu'elle s'embourbe militairement, et deux, étouffer la Chine. Hein. Le plan, il semble assez clair et il se déroule sur le temps. Hein. Alors, on a pour le coup la phase actuelle, hein, qui a été le sabotage, donc sa phase actuelle, hein, 2022-2026, hein, qui a été le sabotage de Nord Stream, hein, Nord Stream 2, qui a été accepté, voire même, j'ai l'impression que ça a même été favorisé par le gouvernement allemand. Ça, je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas, c'est l'impression, moi, que ça me donne, avec, pour le coup, en Europe, une perte des énergies bon marché. Ensuite, on a l'attaque, évidemment, sur l'Iran, hein, qui contribue à peu près, je crois, à 40% du pétrole chinois, hein, qui transite par le détroit d'Ormuz. Hein. Donc là, ça devient compliqué pour la Chine, hein, puisque ces deux principaux fournisseurs de pétrole, qui sont le Venezuela et l'Iran, voilà. On a vu récemment, d'ailleurs, que l'Iran avait décidé quand même de pouvoir exporter, de ne pas bloquer les supertankers à destination de la Chine. Malheureusement, pour eux, hein, les alliés derrière ont bombardé, j'ai vu les images là cette nuit, là, des puits de pétrole, hein, des puits de pétrole iraniens et des réserves, il me semble. Hein, donc c'est un peu mort, hein, pour le coup là, pour exporter du pétrole. Hein. Donc tu vois bien que là, on est vraiment sur un truc stratégique au niveau du pétrole et de l'énergie. Hein. Autre chose aussi, hein, c'est qu'au niveau de la Chine, hein, cette erreur, hein, qu'il n'y a pas eu au niveau de la Chine, qui est en train d'être corrigée, hein, depuis 2017, c'est en train de corriger cette erreur, mais la Chine n'a pas projeté de force, n'a pas d'armée, si tu veux, assez puissante, à la hauteur de sa puissance économique, hein, parce qu'il y a eu un manque de projection. Et donc, il y a eu une purge, hein, qui a été faite, hein, dans l'armée chinoise. Hein. Xi Jinping, il a viré, il a limogé un bon paquet de hauts responsables militaires. Hein. Il les a accusés d'ailleurs d'avoir ni vu ni anticipé, hein, l'usage massif de la force américaine. Et ouais, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se termine. Hein. Alors tous ces conflits, hein, évidemment, c'est plusieurs fronts, hein, qu'on peut voir. Donc il y a le front, évidemment, en Ukraine, hein, tu as le front à Gaza, tu as le front maintenant en Iran. Hein, tout ça, ce sont les mêmes fronts d'un conflit qui est avec des facettes multiples, hein, si tu veux. Hein. Pékin, ils ont fait une énorme erreur. Ils ont longtemps, ils ont cru que la route de la soie suffirait, hein, à appuyer leur hégémonie. Hein. Mais on voit que ce n'est pas le cas et la Chine a été frappée économiquement, hein, de façon véritablement ciblée, hein, avec l'arrestation du boss là, de Huawei. Voilà, là, c'est l'étouffement via les réserves énergétiques. Hein. Voilà, tu as compris qu'on est dans une situation quand même qui est relativement explosive, hein, et qui est une situation
complexe. Donc voilà, il faut apprendre à gérer ce type de situation, en particulier quand on est sur Bitcoin et sur les marchés. Alors maintenant qu'on a fait le topo général de la chose, voyons comment Bitcoin se place là-dedans. D'abord, Bitcoin, c'est en premier lieu une bouée de sauvetage anti-sanctions. C'est-à-dire que la Russie, après 2022, au début, elle détestait Bitcoin. La Russie détestait Bitcoin. Bitcoin, c'était égal à crime. Tu vois, on voyait des fois des articles qui étaient publiés où il y avait des fermes sauvages de Bitcoin en Russie, les mecs allaient en prison et tout, enfin, tu vois, des trucs terribles, quoi. Et depuis 2022, c'est tout le contraire. Bitcoin est utilisé pour contourner les sanctions qui sont imposées à la Russie avec SWIFT et le dollar. Donc là, on a un véritable cas d'usage de Bitcoin. On a aussi l'Iran, qui a utilisé aussi Bitcoin pour financer probablement le Hezbollah, les Houthis, acheter toutes sortes de composants et de choses. Donc ils ont utilisé probablement Bitcoin pour ces choses-là, sachant que chez eux, le minage de Bitcoin est vraiment pas cher, puisque je crois que c'est 1 300 $ le Bitcoin. Donc tu as compris que voilà, comme ils ont l'énergie pas chère, ils peuvent miner à mort. Donc bon, faut bien comprendre que dans ce cadre-là, les sanctions du monde occidental, en particulier des États-Unis, elles ont vraiment perdu leur mordant, si tu veux, parce qu'à cause de Bitcoin, il y a eu vraiment une fuite vers le Bitcoin et qui ont permis de faire toutes sortes de transactions transfrontalières. Pour la Russie, on parle d'environ 93 milliards de dollars et pour l'Iran, on parle d'environ 8 à 11 milliards de dollars en 2025. Alors si on regarde côté américain, comment ça se passe, Bitcoin, il est en train d'être capturé, tu as bien vu tout ce qui s'est passé, toutes les news bullish qu'il y a eu, tu as bien vu ces choses-là. Bitcoin est en train d'être capturé et il est en train d'être transformé en arme d'État. Trump, il a signé en mars 2025 un executive order pour créer la réserve stratégique de Bitcoin. Et les États-Unis sont déjà le plus gros détenteur de Bitcoin au monde. Je crois qu'ils ont 328 000 Bitcoin, quelque chose dans cet ordre-là de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Actuellement, le projet, il est bloqué au Congrès, mais à n'en pas douter que ça va être débloqué à un moment donné et que les États-Unis pourront mettre la main véritablement sur Bitcoin. Si on regarde du côté de la Chine, officiellement, le mining est interdit. Laissez-moi rire. Officiellement, le mining est interdit. Officiellement, le trading aussi est interdit, en tout cas pour les institutions. Donc, en réalité, les réseaux chinois, ils facilitent l'évasion, si tu veux, pour la Russie et l'Iran, avec des transactions probablement OTC, tu sais, voilà, ce genre de truc, quoi. On est en fait en train d'assister aux lettres de noblesse de Bitcoin, puisque, ma foi, c'est justement là qu'on comprend que Bitcoin est utilisé par toutes les parties en question dans ce bordel mondial qui actuellement, c'est un chaos pas possible. Les États-Unis, eux, ils veulent probablement utiliser Bitcoin pour avoir une domination sur les autres pays grâce à Bitcoin. Puisque c'est une arme monétaire désormais. On est aujourd'hui face à une réalité qui est chaotique, qui est réactive, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes d'éléments, les États-Unis, voilà, tous les participants qui sont extrêmement réactifs et qui sont même proactifs. Et puis on a aussi une réalité aussi qui est multijoueur, puisque voilà, on a énormément d'acteurs qui rentrent en jeu, sachant que voilà, les grands absents de tout ça, c'est nous. C'est nous, c'est les Européens. Qu'est-ce qu'on branle? On ne branle rien, c'est terrible. Franchement, on se demande, bon, à part le fait qu'on est des vassaux des États-Unis depuis 1945, bon, ça, je t'apprends rien, c'est pas une grande découverte. Mais à part qu'on est les vassaux des États-Unis depuis 1945, quelle est notre place dans tout ça? Franchement, on se le demande, quoi. En tout cas, la place de Bitcoin aujourd'hui, elle est claire. Les États-Unis s'en servent comme d'une arme monétaire, d'où l'intérêt pour Trump d'avoir une réserve stratégique de Bitcoin, d'où l'intérêt pour des entreprises américaines de posséder du Bitcoin, et l'intérêt pour la seconde partie, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et puis dans une moindre mesure aussi l'Iran, c'est de pouvoir contourner toutes les sanctions économiques qu'il peut y avoir, en particulier au niveau du système SWIFT. J'espère que j'aurais pu t'apprendre des trucs dans cette vidéo. Tu vois, je voulais juste que tu aies un topo général de la chose pour que tu vois un peu comment se place Bitcoin dans tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!